Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Talent in Progress. Une nouvelle génération arrive sur le marché du travail, la génération Z. Certains l'ont déjà renommée la génération des Zoomers ou encore la génération des Zappers. Elle serait moins conformiste, désirant travailler dans des organisations plus horizontales, privilégiant le bien-être, la bonne entente et l'épanouissement personnel. On dit même que c'est une génération ayant un rapport décomplexé à l'erreur, puisque c'est une génération digital native. Elle est aussi parfois décrite comme sobre, drivée par l'argent, mais socialement moins à l'aise. Une nouvelle génération rentre donc sur le marché du travail en France avec un taux de chômage relativement bas et dans laquelle le travail indépendant prend une place de plus en plus importante et dans laquelle devenir entrepreneur est devenu accessible à tous. C'est aussi une génération qui peut sembler plus encline à explorer plus fréquemment de nouveaux environnements de travail et en profiter pour revaloriser régulièrement les acquis de leur expérience. La question de la fréquence idéale du changement d'entreprise semble alors ressurgir. Faut-il changer de boîte tous les 3 ans ? J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Tiffaine Brizou-Debèze, directrice des ressources humaines pour le groupe Sage, pour parler de sujets d'actualité. Bonjour Tiffaine. Bonjour Frédéric. Tiffaine, avant de commencer, il est d'usage sur ce podcast de te laisser te présenter, nous présenter ton rôle et ton entreprise. Très bien. Donc, effectivement, je suis directrice des ressources humaines chez Sage. Je couvre la région Europe du Sud. Donc, ça regroupe les pays comme la France, le Maroc et la Belgique. D'accord. Sage, c'est une entreprise anglaise qui a un petit peu plus de 40 ans d'existence. On est aussi une entreprise britannique. Tout à fait. Donc, il y a un petit peu plus de 40 ans d'existence. Et donc, l'activité de Sage, c'est de concevoir, vendre et intégrer des solutions de gestion, gestion comptable, gestion financière, gestion commerciale et gestion des ressources humaines aux entreprises de toute taille, de la TPE en passant par la PME, mais aussi les grands groupes. D'accord. Donc voilà, j'ai le plaisir d'être chez Sage depuis presque 11 ans maintenant. Par pure curiosité, l'entreprise est née où en Angleterre ? Alors, à Newcastle. À Newcastle. Voilà, dans le nord-est de l'Angleterre. Donc, où elle est toujours. Où elle est toujours. Voilà, elle a toujours siège son siège social là-bas. a toujours à Newcastle. Ouais. D'accord. Pour présenter un petit peu mon parcours, puisque c'était ta question aussi. C'était ma question. Donc moi, je suis arrivée dans les ressources humaines un petit peu par hasard, puisque j'ai une formation académique plutôt juridique. J'ai une maîtrise de droit. Mais c'est vrai que je suis arrivée sur le marché du travail à un moment où le marché était très dynamique, tout début des années 2000. Et j'ai eu la chance de pouvoir effectuer un stage en ressources humaines dans un grand groupe qui est Chronopost, qui existe toujours. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir poursuivre par un CDD, puis par un CDI. Donc j'ai su saisir des opportunités pour pouvoir découvrir et apprendre les métiers des ressources humaines sur le terrain. J'ai eu l'occasion ensuite d'intégrer une entreprise qui s'appelait à l'époque Stream International, où j'ai eu l'occasion de faire différents métiers au sein des ressources humaines, où j'ai pu faire du recrutement, j'ai pu faire de la formation, j'ai pu faire de la paye, j'ai fait aussi du développement RH. Donc ça m'a permis d'avoir plusieurs cordes à mon arc et être assez polyvalente. Et puis j'ai pu intégrer Sage donc en 2013. En 2013. Voilà, sur un poste de responsable ressources humaines. Et puis j'ai pu après évoluer jusqu'à avoir maintenant aujourd'hui des fonctions de directrice des ressources humaines. D'accord. Merci Tiffaine pour ça. Et du coup, la question elle se pose aussi pour toi. Est-ce que toi, quand tu as commencé ta carrière, et peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs par se poser la question et essayer d'y répondre tout de suite, est-ce qu'il te semble qu'il faille changer de boîte tous les 3 ans ? Alors en fait, la réponse, elle peut pas être aussi simple que ça, malheureusement. C'est compliqué de répondre par oui ou par non à cette question. Si je prends mon cas personnel, quand je suis rentrée sur le marché du travail, je n'imaginais pas une seule seconde faire ma carrière dans la même entreprise pendant plus de 40 ans. Oui. Ce qui n'était pas le cas de nos parents. Oui. Moi, si je prends l'exemple de mes deux parents ont fait leur carrière dans la même entreprise. Peut-être pas tout à fait au même poste, mais en tout cas dans la même entreprise pendant 40 ans. Je n'imaginais pas du tout. C'est clair, c'est des parcours qui existaient à ce moment-là et qui se voient moins fréquemment aujourd'hui. Exactement, de moins en moins fréquemment. De moins en moins fréquemment. On va en parler après. Ce qui d'ailleurs met en place des politiques de rétention des entreprises sur lesquelles c'est des sujets RH. Exactement, dire qu'on est plutôt à l'inverse aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire là où il y a plusieurs dizaines d'années, on était plutôt sur des gens qui restaient longtemps dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est plutôt sur des collaborateurs qui ont tendance à changer plus régulièrement. Et donc, c'est comment est-ce qu'on les retient et comment est-ce qu'on les fidélise. Mais pour ma
ma part, après, je pensais pas forcément changer d'entreprise tous les 3 ou 4 ans, puisque voilà, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Oui. Mais voilà, j'imaginais peut-être idéalement changer plusieurs fois au cours de ma carrière. Je m'étais pas forcément mis un objectif. Oui. Je pense que ça dépend de plusieurs choses, justement de... Est-ce qu'on va explorer ensemble ? Exactement. Tiffaine, je te propose tout de suite d'explorer un des aspects de la réponse, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas de oui ou il n'y a pas de non à cette question. Quels seraient les arguments, les avantages en faveur d'un changement d'entreprise tous les 3 ans ? Alors, déjà, on peut donner quelques chiffres, juste pour donner un petit peu de contexte. Oui. En moyenne, une personne change d'emploi entre 5 et 13 fois autour de sa carrière. Autour de sa carrière. Ouais, au cours de sa carrière, pardon. La durée moyenne donc, au sein d'un même poste, c'est à peu près 5 ans. Et tu l'as dit en introduction, cette tendance vise à s'accélérer au cours des dernières années avec l'arrivée des millenniums, des personnes qui sont nées après 1980. Et comme tu l'as très justement dit dans l'introduction, qui sont peu enclins à passer l'intégralité de leur carrière au sein de la même entreprise, comme le faisaient nos parents. Et ça a clairement changé la donne, en fait. Et c'est ce qu'a montré plusieurs études récentes, notamment une étude de LinkedIn. C'est que pour réussir sa carrière et se valoriser sur le marché de l'emploi, il faudrait changer de poste ou d'entreprise tous les 3 ou 4 ans. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le zapping, c'est ce que tu as expliqué dans ton introduction. Et donc aujourd'hui, c'est mieux vu quelque part, de changer régulièrement d'emploi et d'entreprise, que ce soit aux yeux des salariés, mais aussi aux yeux des entreprises et donc des recruteurs. Des employeurs, exactement. Ouais. Donc on observe quand même un rapport au travail qui est très différent aujourd'hui. Où quand on a commencé, toi et moi, quand on a commencé sur le marché du travail, le CDI, c'était un peu le Graal. C'était le Graal. C'était un peu le Graal, c'était ce qu'on recherchait. On recherchait d'abord un CDI et puis après un emploi qui nous intéressait. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Oui. C'est d'abord, on cherche un emploi qui a un intérêt, qui a du sens, une mission qui a un intérêt, plutôt que le contrat en lui-même. C'est ça. Et après, on voit si on se projette. Exactement. D'ailleurs, à l'époque où toi et moi, on commence notre carrière, parce qu'on a à peu près le même âge, on est rentrés sur le marché du travail en même temps, changer d'entreprise très régulièrement, et moi, j'étais consultant en recrutement, et toi aussi, tu as fait du recrutement. Tout à fait. Lire un CV avec des changements fréquents de poste et d'entreprise était très mal vu, était souvent vu comme un signe d'instabilité et d'incapacité à se poser dans une entreprise et à se projeter avec elle. Exactement. Parfois, c'était aussi associé à un travail d'intérimaire dans lequel les gens avaient un mode de vie quasiment qui était orienté autour de l'intérim. Et je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, et on le voit nous en tant que cabinet de recrutement, ces profils-là ne sont pas du tout décriés et on se pose jamais la question de se dire mais pourquoi vous avez changé aussi fréquemment d'entreprise ? Il y a une histoire à raconter, mais c'est beaucoup plus décomplexé de changer d'entreprise et c'est du coup beaucoup mieux vu parce que il y a une notion qui est peut-être plus valorisée aujourd'hui, c'est la capacité à changer et à s'adapter. Et je pense que ça, du coup, ça aide en fait à la réponse à ces questions, se dire oui, c'est positif de changer tous les 3 ans. Exactement, parce qu'en fait, le fait de changer d'entreprise aussi, ça permet de montrer la volonté de vouloir diversifier aussi ses compétences. Ça peut montrer aussi qu'on est capable de se former plus vite, qu'on est agile. Et on sait que l'agilité, c'est une des soft skills, donc des compétences comportementales qui sont très recherchées par les entreprises aujourd'hui. Donc ça peut être aussi un atout en termes d'agilité. Et puis passer d'une expérience à une autre permet aussi d'acquérir des compétences et des connaissances que vous allez pouvoir valoriser au sein d'une nouvelle mission parce que vous avez déjà fait face à ce type de challenge dans une autre entreprise. Et ça peut aussi aider l'entreprise en face à être plus innovante dans ses initiatives, à trouver des solutions différentes. Donc voilà, c'est aussi un des avantages de pouvoir changer d'entreprise régulièrement. C'est vraiment de valoriser et d'enrichir ses compétences. C'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, dans un marché en tension, jouent ce jeu-là de se dire il faut la mobilité des compétences au sein de l'entreprise. Et plus il y a de fréquence dans ces changements, plus on se partage les talents. Les talents, on ne peut pas les créer, surtout s'ils sont pénuriques. Et donc, il y a pas mal d'entreprises avec lesquelles on travaille et qu'on accompagne et qui sont à la limite moteurs dans cette mobilité entre entreprises parce qu'elles savent que les talents, eh bien, elles doivent se les partager. Et si les gens qui ont des compétences assez recherchées restaient 30 ans dans la même entreprise, du coup, il n'y aurait pas une mobilité et au sein d'une entreprise et sur ces profils qui sont très recherchés. Et donc, c'est un argument qui est souvent avancé de se dire, mais ok, parfois on le laisse partir et nous, on s'organise sur ces fonctions-là très pénuriques en mode projet.
et plus dans l'installation de se dire on va avoir ce type de profil et on va le garder avec nous pendant 10 ans. Alors, on parlait de stratégie de rétention, mais sur certains profils, des entreprises ont fait le choix de se dire ok, on les prend, on porte un projet et on les embauche en CDI, pas de problème, mais très clairement, ils auront une mission et cette mission, elle se déroulera sur 18 mois. Et si la personne reste avec nous, eh bien tant mieux parce qu'on pourra la positionner sur d'autres projets. Mais si elle ne fait que 18 mois, c'est pas grave. Et elle commence à internaliser cette mobilité régulière de ces talents pénuriques. Tout à fait. Et un deuxième aspect aussi qui est pas négligeable dans des arguments pour, c'est l'évolution du salaire. Oui. Parce que effectivement, on peut aussi penser que les employeurs seraient plus enclins à accorder des salaires plus importants aux salariés qui changent régulièrement de job. On dit souvent que quand on change de job, on fait un gap salarial. Voilà, certains disent 20% en moyenne. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on peut avoir cette idée-là. Après, on peut aussi nuancer cette affirmation parce que ça dépend quand même aussi beaucoup de la taille de l'entreprise. Et moi, j'ai pu aussi observer en interne des promotions avec des augmentations très significatives de l'ordre de 20%, parfois même plus. Donc, je pense que, et ce que tu disais tout à l'heure sur la rétention, la fidélisation des collaborateurs et la mobilité interne, je pense qu'on est aussi aujourd'hui sur des problématiques au sein des entreprises où si elles veulent retenir leurs talents, il faut aussi bien les rémunérer au marché et donc proposer des augmentations de salaire, notamment lors de promotions de mobilité, qu'elles soient horizontales ou verticales, sur des rémunérations qui sont attractives et au marché. Donc, voilà. On peut quand même un petit peu nuancer aussi cet aspect évolution du salaire. C'est vrai. Ce qui est toujours difficile pour une entreprise parce que pour les grandes entreprises qui ont des grilles de rémunération, des structures de rémunération, parfois ça vient bousculer en fait le marché et l'inflation. On a été quand même d'ailleurs sur une inflation des salaires sur les 3 dernières années. Pas dans tous les métiers. Là encore, il y a des métiers qui ont stagné en termes d'inflation. Mais sur les métiers sur lesquels il y a une forte tension en termes de compétences, beaucoup d'entreprises effectivement avaient du mal à avoir cette agilité parce qu'elles avaient une structure en termes de nomenclature, de salaire, de position, d'emploi, et que ça, souvent, ça les contraint à peu être flexibles. Et quand un salarié vient en disant « j'ai une proposition ailleurs avec 20% d'augmentation », elles ont beaucoup de difficultés à se dire mais si je donne 20% de plus à cette personne-là, eh bien comment je vais faire pour aligner tout le monde, ça va se savoir, ça va créer des tensions et c'est un problème qui peut être difficile à gérer. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, il faut toujours l'accueillir comme un élément de réflexion et de remise en question. Comme tu le disais, de remise en question, et de se dire il faut peut-être se poser. Voilà. Alors après, il faut avoir les moyens financiers de le faire. Il faut trouver le bon moment de le faire. Il faut aussi discuter avec ses partenaires sociaux. Et c'est pas toujours évident d'arriver à créer toutes ces conversations à la fois pour un sujet de mobilité. Tiffaine, on a vu les avantages. Pas mal d'avantages. On va pas tous les faire. Quels sont aussi les inconvénients à changer d'entreprise régulièrement? Alors, il y en a plusieurs, mais déjà, je dirais que ça dépend aussi beaucoup du secteur, d'activité et du type de métier. Tu as des secteurs où on a des métiers qui sont très en tension, comme l'hôtellerie-restauration, c'est pas un secret, on en parle souvent. Mais on a aussi des métiers où l'accès est réglementé, comme la médecine ou l'administration. Donc c'est perçu très différemment selon les secteurs. Nous, on travaille dans un secteur, pour moi, la tech et toi, le recrutement, où c'est plutôt facile, je dirais, de changer d'entreprise. Dans ces métiers-là, c'est parfois plus compliqué. Mais ce qui est important, c'est être capable d'anticiper en tant que candidat, et d'argumenter les raisons. Raconter son histoire au cours de l'entretien qu'on a avec un recruteur. C'est faire ressortir un fil rouge à travers ces différentes expériences, un point commun qui se dégage. Ça peut être un secteur, ça peut être une compétence, et ainsi les virages professionnels ne sont pas un handicap s'ils sont bien expliqués. Donc il faut être en capacité d'expliquer, de raconter son histoire et donner une raison à ces différents changements. Exactement. Il y a des choses qu'on entend souvent, tu disais tout à l'heure, on a des objections qui restent quand même assez fortes en entretien. Et on parle souvent, là, on peut rencontrer des recruteurs qui nous disent « Oui, mais si vous changez souvent, vous êtes une personne instable, comment je peux être sûr que vous n'allez pas partir ou nous claquer dans les pattes dans quelques mois ou dans peu d'années ?» Et que finalement, vous venez pas chez nous juste pour faire un gap financier. Voilà.
Exactement. Et vous n'avez pas du tout l'objectif de vous inscrire dans la durée dans notre entreprise. Exactement. Donc encore une fois, pour montrer qu'on est quelqu'un qui a quand même pu trouver sa voie à travers différentes expériences, et pour rassurer notamment les recruteurs, encore une fois, il faut trouver son fil conducteur et être en capacité de le dérouler aux recruteurs en insistant sur les compétences que on a pu gagner au cours de chacune des expériences passées, et voilà, et montrer qu'on a su prendre des risques. Ça peut aussi montrer sa pugnacité. C'est vrai. Et quels sont, si on devait répondre maintenant dans l'autre aspect à cette question, est-ce que il faut changer de boîte tous les 3 ans ? Non, pas nécessairement, parce que en restant dans la même entreprise, finalement, il peut se passer pas mal de choses. Exactement. Alors déjà aussi, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les entreprises ne sont pas égales sur le terme du temps. On est dans des entreprises qui se transforment beaucoup, avec un temps court, je dirais. On a aussi des entreprises, faut pas oublier, qui ont des temps beaucoup plus longs, avec des collaborateurs qui ont des objectifs de carrière beaucoup plus longs. Et donc, cela nécessite parfois de pouvoir envisager et se projeter de rester dans une entreprise pour développer une expertise approfondie. Je peux donner un exemple, je ne vais pas forcément la citer, mais vous avez des entreprises qui travaillent dans l'armement, par exemple, qui ont des programmes qui vont durer 20-30 ans et qui recherchent des chefs de projet, des gens qui ont une expertise particulière pour aller travailler sur ces projets. Évidemment, quand on rentre dans ce type d'entreprise, on n'imagine pas partir au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens parce que voilà, on va faire partie d'un projet, à long terme qui est très long. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Mais aussi, rester dans la même entreprise, ça ne veut pas dire rester dans le même emploi. Et voilà, je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. Dans ma précédente expérience, j'ai pu tenir des emplois très différents autour du recrutement, autour de la formation. J'ai été chargée de paye pendant un petit peu plus d'1 an. Et puis après, responsable des ressources humaines sur des problématiques ou des projets RH. Voilà, c'est aussi ça. Et j'ai plein d'exemples à donner, notamment chez Sedge, avec des gens qui ont pu faire des mobilités parfois très atypiques et qui ont pu évoluer sur des emplois très différents, avec des personnes qui sont passées de l'administration des ventes à un poste en marketing digital, ou même j'ai l'exemple d'un de mes collaborateurs, un de mes collègues qui est passé sur des fonctions sales et qui nous a rejoint au sein de la direction des ressources humaines pour être People Business Partner. Donc, d'exemples, j'en ai des tas. Et c'est vrai que de plus en plus, je dirais, on donne aussi la chance aux collaborateurs de pouvoir, au sein de la même entreprise, ce qui n'est pas forcément facile quand on veut aller le faire en externe, de pouvoir aller tenir des postes très différents au sein de l'entreprise. C'est ça. Et l'entreprise donne la chance aux collaborateurs de aussi pouvoir évoluer sur des postes parfois très différents. Et donc finalement, au lieu d'aller explorer à l'extérieur de son entreprise, d'explorer en interne. Exactement. Et l'un des gros avantages que je vois rester, et c'est sans doute mon cas, et je suis aujourd'hui, je pense, partie des gens qui sont assez dans l'exception, dans ces parcours. Ça fait 23 ans que je suis à ma entreprise. J'ai commencé en consultant, je suis directeur général aujourd'hui. Par contre, comme tu le dis, l'une des choses qui m'a ancré dans cette entreprise, c'est le projet. Je suis rentré dans une start-up, c'était une aventure entrepreneuriale. J'avais envie d'une aventure entrepreneuriale. Alors, je pensais pas que ça prendrait l'ampleur que ça a pris. Et surtout, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir le même métier. Par contre, il y a plein de moments où je me suis posé cette question, de me dire, est-ce que je reste? Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que j'explore? Et ça, c'est une question qui est naturelle. Ce qui a toujours fait écho, c'est d'avoir un environnement dans lequel on pose ces questions avec son management, on ose explorer en interne. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens parfois qui n'apprennent pas à avoir cette discussion en interne et qui préfèrent, pour des tas de raisons, se dire je ne vais pas être entendu, je ne vais pas être compris, il n'y a pas de place pour moi, il n'y a pas d'horizon, je ne sais pas. Donc cet inconnu aussi qui est en interne pousse beaucoup de salariés à explorer et à trouver le courage d'explorer en interne. Et je trouve que pendant que les salariés font ça, ils n'apprennent pas à explorer en interne, à utiliser leur réseau, à utiliser la confiance qu'ils ont construite avec leurs collègues, leurs collaborateurs, leurs managers, et de pouvoir se dire est-ce qu'il y aurait quelque chose pour moi? Et d'ailleurs de laisser aux dirigeants la créativité de se dire ah tiens, cette personne, elle a un désir d'évolution, donne-moi un peu de temps pour y réfléchir, parce qu'aussi on construit l'entreprise avec les gens qu'on a. Et cette manifestation, pour moi, je la vois toujours comme un élément créatif dans mon process entrepreneurial.
tiens, cette personne que j'apprécie atteint les limites de son poste ou a un désir d'explorer autre chose. Et donc, souvent, ça fait naître un job potentiellement. Il peut y avoir des parcours ouverts, mais il peut y avoir aussi des parcours qui se créent pour des individus. Alors, c'est pas toujours évident, je dis pas que c'est la norme, mais c'est une possibilité. Et si les gens ne le disent pas, eh bien, on peut pas explorer ces pistes-là. C'est vrai. Et moi, je dis souvent aux salariés, aux collaborateurs, soyez collab-acteurs. Oui. Acteurs de votre développement, des compétences, et acteurs de votre mobilité. Oui. Si vous avez un désir de mobilité, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Faites-vous connaître. Exprimez-le. Activez votre réseau en interne. Demandez à faire un vie ma vie. Demandez à passer un peu de temps avec une personne dont le métier vous intéresse. Exactement. Il y a plein d'opportunités de pouvoir, comme tu le dis, soit aller créer un besoin, parfois, soit d'aller découvrir d'autres métiers et donc de réfléchir à sa mobilité en interne. Et je trouve que rester dans l'entreprise, la chose que moi, ça m'a appris personnellement, c'est dépasser les tensions. Souvent, en fait, quand il y a une envie de départ, ça peut être aussi à l'origine de tensions. Je me sens plus bien avec mon manager, j'aime plus mon rôle. Et on a des gens qui souhaitent partir parce qu'ils n'ont pas envie d'affronter ces difficultés ou apprendre à les dépasser. Et il y a quand même beaucoup de départs qui sont des départs humains, liés à l'environnement humain, le ressenti, la culture, la vision de l'entreprise. C'est la première cause de départ, d'ailleurs. C'est la première cause de départ, c'est le manager. Et ensuite, c'est l'environnement de travail, l'ambiance de travail. Le salaire ne vient que bien après. Souvent. C'est vrai. Hein. Et nous, on le constate aussi, d'une part pour nous et pour les entreprises qu'on accompagne. Et je trouve que ne pas accepter que l'entreprise est un lieu de tension et qu'il faut apprendre à résoudre ces tensions est une difficulté. Souvent, ce que je peux entendre, c'est « oui, mais je ne serai pas entendu. Mon manager est comme ça. L'entreprise est comme ça et je ne vais pas la changer. » Alors qu'en vérité, ça vaut le coup déjà d'essayer, d'apprendre à essayer, à cultiver ce courage de dire « je ne vais pas dans la confrontation ou dans plutôt l'affrontement. Je vais essayer en tout cas à amener une discussion pour essayer de résoudre, de trouver un moyen terme, de trouver une solution. » Et ça, je pense que c'est un gros avantage de rester dans l'entreprise. C'est de dépasser tous ces caps dans lesquels il y a des tensions, il y a des discordes, dans lesquels il y a des désalignements. Et le réalignement, c'est pas toujours à l'extérieur. Tiens, je vais trouver une autre boîte qui correspond davantage à ma culture, à ma vision, mon envie, le salaire que je veux. L'herbe n'est pas toujours plus verte. Exactement. Et c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent. Et on peut voir des effets boomerang aussi. Hein. Ça, on pourra en reparler dans un autre podcast. Mais exactement. Les effets boomerang, le retour. Voilà, quelqu'un qui est parti et qui finalement revient parce que il ou elle est peut-être parti pour des mauvaises raisons, ou en tout cas pas les raisons premières auxquelles il ou elle pensait, mais voilà, on peut aussi observer des effets boomerang avec des collaborateurs qui finalement se disent ce que j'ai vu ailleurs ne m'a pas forcément plu, ou en tout cas ne répondait pas à mes attentes ou à l'image que je me faisais de cette entreprise ou de ce job, et qui finalement reviennent dans l'entreprise initiale. On fera un prochain podcast sur ce sujet-là. Merci Tiffaine. L'autre question, en fait, quand je nous écoute parler de ce sujet-là, c'est est-ce qu'il y a une durée qu'on pourrait recommander aux gens de dire, alors tous les 3 ans, c'est peut-être trop court, c'est peut-être trop long. Est-ce que la durée idéale pour rester en entreprise, c'est 1 an, c'est 3 ans, c'est 5 ans, c'est 10 ans? Alors, je vais encore faire une réponse de Normande. J'adore la Normandie, j'aime beaucoup cette région, mais en fait, il n'y a pas de durée. Ça dépend vraiment de chacun et de chacune. Tout à l'heure, j'ai donné un chiffre qui était 5 ans en moyenne. C'est ce qu'on peut observer. Après, est-ce que c'est la durée idéale ? Encore une fois, ça dépend du secteur, de l'entreprise, de l'environnement de travail, de son job, de l'intérêt de la mission, des perspectives qui nous sont offertes par l'entreprise. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de durée idéale. Toi-même, ça fait plusieurs années que tu es chez Hays. Moi, ça fait bientôt 11 ans. Quand je suis rentrée chez Sedge, tu m'aurais dit que je resterais 11 ans, voire plus. Je t'aurais dit oui, je sais pas, on verra. Ça dépendra de certaines choses. Ça dépendra de plein de facteurs. Bien de facteurs. Je crois qu'il n'y a pas de durée idéale. Ça dépend vraiment de la typologie d'entreprise, de ce qu'on fait en termes de métier. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des métiers où effectivement, ça va être plus facile de changer régulièrement, et 2, il y aura un intérêt réel à changer plus régulièrement. Puis il y a des métiers où ce sera beaucoup plus compliqué et puis il y aura moins d'intérêt. Donc je pense que c'est à chacun, à chacune de se positionner et voir ce qui est le mieux pour elle. Est-ce que d'un point de vue employeur, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que
il y a une durée où on se dit, et ça revient un peu à la question qu'on explorait, mais on se dit, tiens, c'est pas mal, cette personne-là est restée à chaque fois 2 ans, 3 ans, 4 ans dans chaque poste ou chaque entreprise, et du coup, ça crédibilise le parcours professionnel de la personne, ou pas vraiment? Je pense qu'aujourd'hui, comme tu me disais en introduction, plus vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment sur... c'est mal vu de changer de poste ou d'entreprise tous les 2 ou 3 ans. Comme tu le disais, c'est important, c'est la cohérence. Voilà, c'est la cohérence et savoir expliquer pourquoi on le fait, effectivement, et être moins dans cette étiquette de zapper. Donc je dirais que non, enfin après on dit souvent qu'il y a une courbe d'apprentissage où effectivement quand tu rentres dans une entreprise ou sur un nouveau job, voilà, tu es en courbe d'apprentissage pendant 1 année, 2 années, ça dépend de la complexe si le job est complexe ou pas, mais voilà, encore une fois, ça dépend de plein de facteurs. Oui, c'est vrai. Donc, je dirais que non. Enfin, en tout cas, moi, si je reçois quand je reçois des CV, je me dis plus, tiens, cette personne, elle est restée que 3 ans, ou cette personne est restée 7 ans, ou voilà. Je regarde vraiment l'entièreté du CV et je regarde comment ça s'articule. Aussi, je pense que c'est ça aussi l'important, c'est de regarder la cohérence et l'articulation des différentes expériences. Et Tiffaine, on a beaucoup parlé du désir des collaborateurs de changer de boîte ou de changer de poste. Et donc, le motif de ce changement ou de cette envie vient du collaborateur. Mais parfois, dans le monde dans lequel on est, toi et moi, dans la tech ou dans les services, beaucoup de nos collaborateurs sont sollicités par la concurrence. Et donc, engendre cette mobilité, ce changement fréquent et de plus en plus fréquent. Il y a des métiers qui sont en forte pénurie, on en parlait tout à l'heure. Et donc, ça engage une guerre des talents. C'est un peu le vocabulaire qui est employé en parlant de ces pénuries. Et donc, qui provoque beaucoup de changements fréquents, de sollicitations. Et donc, les gens se posent la question, alors que peut-être eux-mêmes ne s'étaient pas posé la question de changer d'entreprise. Mais c'est vrai que le marché du travail est clairement un accélérateur du changement. Si on se repositionne quelques années en arrière, quand on était sur la crise vers les années 2008, 2009, 2010... C'était pas le cas. Voilà, on était sur un taux de chômage qui dépassait les 10%. Enfin, c'était très compliqué. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un marché de l'emploi qui est très dynamique, avec beaucoup de métiers en tension, avec une pénurie de talents. Et donc, ça joue énormément sur l'attractivité. C'est clair. Donc là, on peut parler par exemple de la marque employeur et de l'importance de la marque employeur lorsqu'on est une entreprise et qu'on recrute. C'est comment est-ce qu'on fait la différence pour pouvoir attirer ces talents et se démarquer un petit peu du lot des nombreuses offres d'emploi qui sont sur le marché. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise pour attirer ces jeunes talents, ou ces moins jeunes d'ailleurs. Donc voilà, on pourra refaire un podcast aussi sur ce sujet-là. Sur la marque employeur, c'est compliqué de faire court sur cette thématique qui est très, très vaste. Voilà, mais je pense que vraiment se démarquer sur la marque employeur, quand on est une entreprise, qu'on soit une TPE, qu'on soit une PME, qu'on soit un grand groupe, on peut agir sur ces sujets-là aussi. Très important aujourd'hui. C'est très important. Et quel conseil qu'on pourrait donner à un collaborateur qui est sollicité par la concurrence avec des promesses incroyables de gap de salaire, d'évolution rapide, d'aventure entrepreneuriale, de quelque chose qui peut paraître sur le papier très attrayant. Est-ce que il vaut mieux aller explorer et voir ce qu'il y a à côté, et aussi en parler en interne et se dire voilà, j'ai été sollicité. Je crois qu'il y a aussi un peu d'hors méta sur ce sujet-là. Il y a pas mal de gens qui font le choix de ne pas en parler pour pas avoir le sentiment de trahir son employeur et de montrer que potentiellement on est intéressé. Est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus sur la conduite à avoir dans ces moments-là ? Ouais. Et j'ai eu des discussions très transparentes ces dernières années, chose qu'on n'avait pas effectivement il y a quelques années encore. Comme tu disais, les gens ne le disaient pas quand ils étaient chassés, quand ils étaient sollicités, ils le disaient pas trop. Par peur de trahir, par peur de créer une distance. Par peur de créer une distance, par peur d'être mal vu, mal noté. Aussi en interne. Et ces dernières années, on a eu des conversations très transparentes avec des collaborateurs qui nous disaient être engagés dans des processus de recrutement, voire même avoir des offres, et en parler de façon très transparente avec leur manager et avec les ressources humaines. Et moi, je trouve ça très sain. En fait, je trouve ça très sain d'en parler, parce que ça permet d'ouvrir des discussions justement sur pourquoi le collaborateur est intéressé par cette opportunité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le retenir, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être même changer pour le faire, lui donner envie de rester.
Donc moi, je trouve que c'est quand même plutôt Je partage ton point de vue, Tiffaine, parce que je pense que la rétention, ça se fait pas au moment où les gens disent « j'ai trouvé un autre job, j'aimerais partir ». C'est trop tard. Souvent, la maturité... Oui, le collaborateur le parcours est déjà fait dans sa tête. Ouais. Exactement. Donc, je crois que plus tôt on a ce type de conversation avec le collaborateur, se sent en confiance pour pouvoir le confier sans que quelque chose lui arrive. Et qu'il y ait une démarche rapide de trahison, d'ostracisation, en disant « Ouh là, il a mis son CV en ligne », ainsi de suite. Et sur des métiers qui sont pénuriques, moi, je m'en étonne plus. Je veux dire, c'est normal. Et si la personne ne le fait pas, d'ailleurs, elle est sollicitée. Déjà, on est tous sur LinkedIn, on est tous approchables, on est tous visibles. Exactement. Ce monde aussi a changé les choses. Et n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, peut approcher un autre collaborateur en respectant le code du travail. Mais il est assez large sur ce sujet-là. Donc, et puis le collaborateur a toute la liberté d'aller travailler avec la personne qu'il veut. Donc, je pense que c'est important de donner confiance aux entreprises, de décomplexer ce sujet et d'informer ses collaborateurs, se dire si ça se passe un jour, que ça soit votre initiative ou que vous avez été sollicité, parlons-en. C'est important de le savoir. Peut-être qu'on n'aura pas de place en interne, peut-être qu'il n'y aura pas d'évolution, mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ça peut créer un parcours qu'on n'avait pas envisagé, ça peut créer un projet qu'on n'aurait pas pensé, ça nous permet de penser à des gens. Mieux vaut donner confiance aux gens et créer un climat dans l'entreprise, et c'est des éléments un peu culturels d'entreprise, de dialogue et de franchise et de sincérité, plutôt que de se dire je me préfère ne pas savoir, et puis on verra quand les gens partiront. Exactement. Il vaut mieux être dans le préventif que dans le réactif. Surtout sur ces sujets de rétention et d'échange d'entreprise. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué ensemble, Tiffaine, la question qu'on pourrait développer ensemble, c'est finalement comment on peut donner envie à nos collaborateurs de rester plus de 3 ans dans leur entreprise. Alors, je pense qu'il faut avant tout proposer autre chose qu'un simple job. Aucune entreprise aujourd'hui, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, ne peut s'affranchir de proposer d'autres avantages et de bonnes conditions de travail, mais aussi des projets innovants ou un peu disruptifs. On parlait tout à l'heure de l'intérêt, la mission, donner du sens à son job, donc c'est avant tout ça, mais c'est aussi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on propose en plus à ses collaborateurs. Je peux donner l'exemple de Sedge parce qu'il est assez intéressant et c'est quelque chose que les collaborateurs citent souvent. C'est l'engagement dans l'associatif. C'est la Sedge Foundation. Donc ça fait depuis maintenant plusieurs années, depuis 2015, que Sedge a mis en place une fondation qui permet aux collaborateurs d'utiliser 5 jours par an sur leur temps de travail pour être engagés sur des causes caritatives ou associatives. Sortes de causes. Le point commun de ces causes, c'est d'être au service des communautés. Et donc, les collaborateurs sont très attachés à cet engagement de la Sedge Foundation. Et c'est quelque chose qui est assez différenciant aussi sur le marché du travail, de pouvoir proposer ce type d'engagement à nos collaborateurs, de pouvoir faire ou réaliser des missions sur leur temps de travail et pour des causes qui leur sont chères. C'est un élément effectivement différenciant qui donne envie aussi aux collaborateurs et à certains qui sont très très engagés dans la Sedge Foundation, qui sont ambassadeurs, de rester plus longtemps, alors 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais voilà, c'est un exemple de projet qui vraiment donne, au-delà de son métier au quotidien, d'avoir une activité à côté, annexe, qui donne envie, qui motive, qui engage et qui retient et qui fidélise les collaborateurs. C'est clair, parce que je pense que beaucoup d'entreprises voyaient ça pendant très longtemps comme des sources de distraction. Ou de perte de temps. Et de perte de temps. Et que ça rend les collaborateurs improductifs et c'est pas leur métier. Et ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire, ils sont déjà surchargés. Et à titre personnel, on n'a pas une fondation chez Hays, mais on a des jours dédiés justement à des associations, à des projets personnels sur nos temps de travail, comme chez vous. Dans les engagements que moi j'ai pris et que j'ai menés avec nos collaborateurs, ce que j'ai beaucoup aimé, et sans doute ce qui m'a fait tenir chez Hays depuis 23 ans et qui continue de me faire tenir chez Hays, c'est la proximité avec mes collaborateurs. Les rencontrer sur d'autres terrains, en fait. On n'est plus manager, je suis plus directeur, ils sont plus mes collaborateurs. On est nous, en tant qu'individus. On a des causes sur lesquelles on se retrouve, sur lesquelles on apprend à se découvrir. Et ça, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai toujours un plaisir à rencontrer. Et ça crée du lien humain. Et ce lien, c'est toujours pour moi un élément de rétention informel
qui est important parce que je suis toujours en plaisir de travailler avec ces gens-là. Et c'est super d'apprendre à se découvrir autrement que dans le métier et le carcan dans lequel on s'enferme parce qu'on a une expertise et voilà, on est dans un département, on est sous une direction. Et je trouve que c'est vraiment un élément, tu as raison, de rétention et une manière de penser son entreprise autrement et son rapport au travail. Merci pour ça. De rien. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.